Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui François Lazarevitch qui vient nous présenter son dernier album dédié à Mozart. Bonjour François. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Votre premier instrument est la flûte que vous étudiez auprès d'Antoine Geoffrey Deschaumes, de Barthold Keuken et de Pierre Séchet. Vous êtes renommé pour vos recherches sur les pratiques musicales nécessaires à la recréation des répertoires anciens et baroques. Vous vous intéressez également à la musique indienne, à la flûte irlandaise et pratiquez la musique des traditions orales avec ceux qui la perpétuent encore localement. Ces rencontres et explorations vous ouvrent une voie propre. Aujourd'hui, vous vous partagez entre la flûte et la musette, dont le timbre pastoral est devenu emblématique de l'ensemble Les Musiciens de Saint-Julien, dont vous êtes le fondateur et directeur artistique. Vous collaborez également avec les Arts Florissants, le Concert d'Astrée, les Talents Lyriques, mais aussi avec des danseuses et des chorégraphes, des metteurs en scène et des compositeurs d'aujourd'hui. Collectionneur d'instruments et chercheur passionné, vous éditez vous-même les partitions des œuvres que vous exhumez. Vous enseignez la flûte traversière, la flûte à bec et la musette baroque au Conservatoire de Versailles et vous êtes artiste associé au Conservatoire du Havre. Je vous propose de débuter notre entretien avec l'Allegro Maestoso, premier mouvement du concerto en sol majeur Kochel 313 de Wolfgang Amadeus Mozart. Notre invité, François Lazarevitch, est entouré des musiciens de Saint-Julien.
L'Allegro maestoso, premier mouvement du concerto en sol majeur Köchel 313 de Wolfgang Amadeus Mozart. Notre invité, François Lazarevitch, était entouré des musiciens de Saint-Julien. Alors François, vous avez publié de passionnantes vidéos intitulées Petit traité d'interprétation de François Lazarevitch que l'on peut trouver sur YouTube. Quelle place occupe la transmission dans votre activité ? Ah, merci de parler de ça. En effet, on a publié une vingtaine de vidéos que j'invite vraiment tout le monde à regarder parce qu'on les a pensées pour un petit peu tout le monde. Alors, ce sont des sujets un petit peu précis, mais qu'on essaie de présenter d'une façon, disons, détendue, enfin un petit peu sympathique. Et effectivement, la transmission, j'ai l'impression qu'elle est au cœur en fait du projet artistique, disons, de mon ensemble. Puisque j'ai eu envie de partager ma passion pour les musiques traditionnelles, ma passion aussi pour la musique ancienne. J'essaie de la partager auprès des musiciens, et quand on essaie déjà de partager un point de vue sur une interprétation, il faut être un petit peu pédagogue. Et puis, cette façon d'interpréter la musique, notamment de certains de mes maîtres, je pense notamment à Antoine Geoffroy de Chaume, c'est aussi ça que j'essaye de faire vivre à travers le travail de cet ensemble. Donc, c'est aussi d'une certaine façon une transmission, la transmission de ce qu'on m'a montré, de ce qu'on m'a fait entendre au début de mes études, et puis aujourd'hui, avec le résultat de notre travail, que ce soit au concert ou au disque. Alors, dans une de ces vidéos intitulée « La répétition du différent », vous expliquez une chose fondamentale. Même si le compositeur écrit 2 fois la même chose, l'interprète ne doit jamais se répéter. Pourquoi est-ce important ? En fait, oui, c'est le souci, je trouve, aujourd'hui, c'est que l'enseignement passe tellement par l'écrit qu'on finit par oublier que la musique vient de la parole, du chant, mais ne serait-ce que de la parole. On voit d'ailleurs parfois sur Internet ou sur Facebook des vidéos de discours d'hommes politiques qui ont été mis en musique par des jazzman ou c'est assez amusant parce que là, on voit vraiment quand un discours est accompagné par de la musique, on a l'impression que c'est déjà de la musique. Et on a beau faire, mais si on répète 2 fois la même chose, l'idée est là. Mais si je répète ce que je viens de dire, je ne pourrais pas le répéter 2 fois de la même manière. Et ça doit se retrouver dans la musique. C'est ce que certains appelaient la répétition du différent. Et c'est quelque chose qui est très important, notamment dans la musique traditionnelle, parce que ces musiques-là, souvent, sont assez simples et sont répétitives. On a en général un petit air qui fait peut-être 16 ou 32 mesures, et on le répète 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et donc, évidemment, à chaque fois, c'est un des intérêts de jouer cette musique, c'est de s'amuser à créer ces petites variations. Autant pour ceux qui jouent, le plaisir de celui qui joue, le plaisir de celui qui joue avec quelqu'un, qui s'amuse aussi comme ça, et puis le plaisir de celui qui écoute. N'est-ce pas là le cœur de l'art de l'interprétation ? Oui, je crois. C'est d'essayer d'être aussi simple et aussi naturel que quand on parle. Vous enseignez au Conservatoire du Havre. Quel message principal cherchez-vous à transmettre à vos étudiants, et également à Versailles, excusez-moi, vous enseignez à Versailles et au Conservatoire du Havre. Absolument, au Havre, je suis artiste associé, et à Versailles, je suis vraiment professeur. Et j'essaie de transmettre autant que je peux, c'est jamais évident, mais enfin, une vision déjà de... Enfin, il y a 2 choses, il y a l'instrument, donc tout ce qui touche au corps, enfin, à l'utilisation de son corps quand on a un instrument dans les mains. Et puis la deuxième chose, c'est comment apprendre à lire une partition. Et là, on touche à ce dont on vient de parler, comment être libre avec une partition. En fait, comment être libre avec son instrument et libre avec la partition, tout en étant quand même fidèle à un style, fidèle à une tradition. Je pense que les 2 sont indissociables, la fidélité et l'originalité. C'est-à-dire, on commence par être fidèle à des grands principes, de la nature, à des grands principes de l'interprétation musicale, du style, et puis après, on tâche de devenir original, c'est-à-dire on s'émancipe aussi un petit peu de tout ça, et on exprime qui on est, quoi. Et alors, quelle place occupe la technique dans votre enseignement ? Je suis pas assez fort, moi, pour donner des... J'essaye aussi, évidemment, d'être sérieux au niveau de la technique, mais j'ai tendance à passer un peu rapidement sur certains exercices un peu répétitifs, parce qu'il est vrai, en plus, que dans l'enseignement musical tel qu'il est conçu aujourd'hui, notamment dans les conservatoires, on a tellement peu de temps, on se voit très peu de temps avec les élèves. Certains, on les voit une demi-heure, d'autres 3/4 d'heure.
d'autres 1 heure. Alors on essaie aussi de mutualiser un peu du temps et de faire un peu plus, mais enfin, et donc j'ai tendance à toujours vouloir être dans la musique. En tout cas, j'essaie de faire en sorte que les exercices que je propose soient toujours connectés à la musique, quoi. Enfin, partir de choses musicales pour pas être trop bébête, quoi, dans le travail. Vous êtes à la tête d'une discographie d'une variété et d'une originalité tout à fait remarquable. On y trouve des récitals consacrés aux airs de cour français, aux airs de cour anglais, aux mélodies d'Écosse et d'Irlande du XVIIIe siècle, mais aussi à Vivaldi, à Telemann ou à la redécouverte d'un recueil oublié comme celui de Van Eyck. Qu'est-ce qui guide votre curiosité musicale ? Oui, alors en effet, c'est un patchwork, quoi, notre discographie. Mais au niveau, disons, des époques et de styles, mais pour moi, il y a quelque chose quand même il y a vraiment un fil conducteur. Alors, quel est-il, le fil conducteur? C'est une recherche musicale. Je trouve aujourd'hui, en tout cas, cette recherche, elle est sur la manière. J'avais un vieux maître qui disait que ce qui est important dans la vie, c'est pas ce qu'on fait, mais la manière dont on le fait. C'est une phrase qui est toute bête, qui est toute simple, mais je trouve que la mettre en pratique tous les jours, c'est important. Et effectivement, l'important, c'est pas la musique qu'on joue, c'est la manière de jouer cette musique. C'est ça qui m'a toujours passionné. Et en fait, à chaque fois que j'aborde un répertoire, alors le cœur de mon répertoire, quand même, c'est le XVIIe et le XVIIIe siècle, sur la flûte et puis sur les musettes, donc les petites cornemuses anciennes. Mais autour de ça, après, je gravite parce que je me suis évidemment intéressé aux musiques traditionnelles, à la musique irlandaise, aux cornemuses du centre de la France. Donc évidemment, tout ça, ça me donne des envies musicales. Donc parfois on joue des sonates de Bach, des cantates, des concertos. Puis parfois on joue la musique ancienne d'Irlande, la musique ancienne d'Écosse, des chansons. Et je trouve important de passer de l'un à l'autre. Je trouve que c'est très important quand on interprète les sonates de Bach, ou en tout cas des sommets de l'histoire de la musique, comme les sonates de Bach, comme les concertos de Mozart, d'être en même temps capable de jouer un petit air de danse, d'animer une soirée, d'intéresser un auditoire avec une petite chanson. Et je pense qu'il y a un lien entre les deux. Je pense que les concertos de Mozart, ils sont aussi construits sur des choses assez simples, même si à un moment donné il y a aussi de la virtuosité. Il y a évidemment, il y a Mozart, quoi, ou Bach. Dans Bach, il y a Bach, bon, mais malgré tout, trouver cette simplicité dans ces musiques-là, ne pas être esclave de la barre de mesure, et finalement trouver le naturel qu'il y a dans toute musique, qu'elle soit simple ou qu'elle soit plus travaillée. C'est ça qui me passionne, et donc c'est finalement le sens de ce patchwork dont je parlais. Alors je vous propose de poursuivre en écoutant Mozart, justement, l'Allegro, premier mouvement du concerto pour flûte et harpe en do majeur, Köchel 299. Notre invité, François Lazarevitch, a pour partenaire Sandrine Chatron à la harpe. Ils sont accompagnés des musiciens de Saint-Julien.
L'Allegro, premier mouvement du concerto pour flûte et harpe en do majeur, Köchel 299 de Mozart, notre invité François Lazarevitch, avait pour partenaire Sandrine Chatron à la harpe. Ils étaient accompagnés des musiciens de Saint-Julien. Le mouvement que nous venons d'écouter provient de votre tout nouvel enregistrement entièrement dédié à Mozart. Pourriez-vous nous dire un petit peu plus dans quelles circonstances Mozart les a composées, ces œuvres? Les concertos de Mozart pour flûte ont été composés à Paris dans les années 1777-78, à une période où Mozart était pas très bien, on pourrait dire pas très bien dans sa peau. Enfin, je sais pas comment il était dans sa peau, mais enfin, en tout cas, on sait qu'il était assez pauvre. Enfin, c'était une période un peu difficile pour lui. Il n'avait pas obtenu la reconnaissance qu'il Oui, avait espérée. et puis donc il a eu ses commandes et puis il n'a pas été vraiment bien payé pour ses commandes. Donc ce sont deux personnes différentes qui lui ont passé commande. Alors les deux concertos pour flûte, c'est un certain Dejean, un Hollandais qui lui a commandé ces concertos. Lui en avait commandé 3. Bon, finalement Mozart apparemment en a fait 2. Et je crois qu'il y a eu des soucis pour se faire payer. Et puis le concerto pour flûte et harpe, là c'était un Parisien, le duc de Guine, qui voulait jouer avec sa fille qui jouait de la harpe. Et donc il a commandé ce concerto à Mozart. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le duc de Guine visiblement avait une flûte, lui-même était flûtiste, amateur, et il avait apparemment une flûte dernier cri, puisque c'était une flûte qui avait une patte d'ut. Jusqu'à à peu près cette époque, la flûte avait une tessiture qui s'arrête dans le grave au ré grave, et là donc ce concerto descend au do grave. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une flûte pour l'époque de dernier cri, quoi, avec des clés supplémentaires, notamment pour avoir ce do grave. On voit bien que dans chaque mouvement, il y a un do grave. Et donc, qu'est-ce que je disais autour de ça? Voilà, Mozart a écrit le concerto pour flûte et harpe est un petit peu différent des deux autres. Les deux concertos pour flûte sont des vrais concertos, de solistes. Il y a cette opposition vraiment un peu frontale entre le soliste et le tutti et l'orchestre. Alors que dans le concerto pour flûte et harpe est un peu plus comme une discussion, c'est presque une symphonie comme une symphonie concertante avec quand même en avant la flûte et la harpe. Et comment avez-vous choisi votre instrument pour interpréter ces œuvres? Eh bien, j'interprète ces concertos avec 2 flûtes différentes. Une flûte à une clé qui s'arrête donc au ré grave, qui est très similaire à ce qu'elle était tout au long du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, on pourrait presque jouer les sonates de Bach aussi, ou des concertos de Vivaldi sur la même flûte, sauf que le diapason est un petit peu différent. Enfin, la musique de Mozart, aujourd'hui, on la joue habituellement à un diapason qui est 430. Vous savez que la hauteur du La, et 440 Hz aujourd'hui dans la musique moderne, ou 442. Mais anciennement, le diapason était un petit peu plus bas, ça donne des sonorités un peu plus tendres, un peu plus moelleuses. Et donc, la musique de Mozart, on la joue à 430 en général. Et puis donc, pour finir, le concerto donc pour flûte et harpe, bien, je le joue avec une flûte à 8 clés, donc, qui a cette patte d'ut. Et les clés servent bien à homogénéiser les sons et les sons chromatiques sur la flûte. Alors pour le concerto pour flûte et harpe, vous avez pour partenaire Sandrine Chatron. Pouvez-vous nous la présenter? Sandrine, en fait, je l'ai rencontrée pour l'occasion, j'ai eu cette envie de jouer cette intégrale des concertos pour flûte de Mozart. Et puis je me suis un petit peu renseigné, j'ai regardé un petit peu qui jouait bien, très bien des harpes anciennes. Et puis bon, voilà, certains amis m'ont parlé de Sandrine, et donc je l'ai contactée, puis on s'est rencontrés, puis ça a bien collé. C'est une personne charmante, elle est elle-même, elle est française, mais elle vit en Hollande. Elle joue dans les orchestres à Amsterdam, elle enseigne aussi à Amsterdam. Elle enseignait à l'époque à Genève, je ne sais pas où elle en est, si elle continue toujours, mais enfin voilà, elle enseigne à haut niveau, et puis elle joue évidemment à haut niveau. Elle a aussi des projets personnels avec la harpe moderne.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous de musical. L'Andantino, deuxième mouvement du concerto pour flûte et harpe en do majeur, Kochel 299 de Wolfgang Amadeus Mozart. Notre invité, François Lazarevitch, avait pour partenaire Sandrine Chatron à la harpe. Ils étaient accompagnés des musiciens de Saint-Julien. François, nous avons comme tradition de convier notre invité à partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Eh bien, j'avoue que moi, je ne suis pas très branché sur les plateformes et sur les nouveautés. Enfin, si, bien sûr, je regarde un petit peu ce qui sort, mais moi, dans mes goûts personnels, ce qui me branche vraiment, c'est plutôt les vieux enregistrements. J'aime bien écouter les vieux musiciens, j'aime bien écouter... parce que ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils jouent. Et j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps... un accordéoniste, parce que évidemment je me passionne pour la musique irlandaise, comme je vous disais, pas seulement mais beaucoup, puisque je joue cette musique, et donc un ami m'a fait découvrir cet accordéoniste qui s'appelle Johnny McCarthy, et donc j'avais envie de vous faire écouter une suite de reels, c'est-à-dire une suite de danses qui sont jouées par cet accordéoniste qui est du comté de Clare, je crois, c'est-à-dire du sud, la partie sud de l'Irlande, et c'est une région très musicale où la musique swing vraiment d'une façon parfois pas trop rapide, et il y a un feeling très particulier de cette région pour ce qui est de la musique. Des violonistes aussi qui sont assez géniaux, et on entend vraiment toute cette saveur de cette région musicale. Alors nous l'écoutons maintenant. Nous venons d'écouter Johnny McCarthy, un extrait de son album Solo Run. Le track s'appelait Bunch of Keys. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup François d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, merci à vous. Alors je rappelle que vous donnerez du 1er au 3 novembre des stages de musique traditionnelle. Alors rappelez-moi où ça, c'est au Havre, puisque l'ensemble est basé au Havre, et donc chaque année on organise l'été une académie de musique ancienne qui cette année a réuni une centaine de personnes, une centaine de stagiaires, et puis on a un plus petit rendez-vous, enfin plus court, là donc tout début novembre, autour des musiques traditionnelles et des musiques à bourdon. Je rappelle également que vous sortez un nouvel album consacré à Mozart. Merci beaucoup à Carlos Amajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.